matinale Tocsin, 7h30, 8h30, à la volée. Alors Piero San Giorgio, auteur survivaliste suisse et auteur de 2 ouvrages importants et qui évidemment les 2 nous parlent beaucoup aujourd'hui. On va plutôt se pencher sur le deuxième, mais le premier aussi a son écho aujourd'hui dans notre actualité. Survivre à l'effondrement économique, c'est un livre paru en 2011 qui a été réédité récemment aux éditions Culture et Racines. Et puis Survivre aux événements nucléaires, c'est celui-ci qui nous intéresse particulièrement, aux événements nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques. Alors ça a été coécrit avec Chris Millennium et puis c'est un livre aux éditions Le Retour aux sources qui a été publié, ce qui est intéressant également, en 2016 et que nous souhaitons évoquer de nouveau aujourd'hui. Un livre d'ailleurs qu'on peut retrouver en accès libre aujourd'hui. C'est aussi une des annonces que souhaite nous faire Piero San Giorgio qu'on va récupérer. On a un problème de connexion et pourtant nous ne sommes pas encore en guerre nucléaire, Piero San Giorgio. Mais on va parler justement notamment de la communication, tiens, si on arrive dans ce genre d'événement. Et puis surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi avoir parlé d'événements nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques en 2016. Quels étaient à l'époque les risques et surtout quels sont-ils aujourd'hui? On a parlé notamment de laboratoires biochimiques en Ukraine. On parle aujourd'hui d'éventuelles guerre nucléaire autour de ce conflit israélo-palestinien. Et voilà toutes les questions que je souhaite poser à Piero San Giorgio. Bonjour Piero San Giorgio. Bonjour, j'espère que vous m'entendez. Oui, alors on vous entend, oui tout à fait, avec un son. Alors, je ne sais pas si à la régie on me dit que le son est bon ou pas. Si on peut essayer d'avoir un son un tout petit peu plus fort, ce sera parfait. Donc j'ai cité vos 2 ouvrages et surtout c'est le deuxième, enfin le premier plutôt qui m'intéresse, Survivre aux événements nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques, que vous avez écrit avec Chris Millennium. Oui. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend, oui. Parfait, alors je vais faire comme si vous m'entendiez parfaitement. Oui. Qu'on n'a pas de tempête solaire ou de guerre nucléaire en cours. Parfait. Alors, je vous remercie de votre invitation. Effectivement, j'ai écrit plusieurs livres. D'abord, Survivre à l'effondrement économique. Parce que je me suis dit, voilà, à partir de 2020, on rentre dans une période difficile. Et dans celui-ci, j'avais déjà commencé à évoquer l'éventualité d'une guerre nucléaire. Alors, je ne suis pas le premier, ça date depuis 1945 et les années 50, 60 ont été... même jusque dans les années 80, je me souviens quand j'étais petit, dans les années 70-80, on parlait du risque. Attention, Tchernyenko, Andropov en Russie, ils vont nous attaquer. Il y avait cette menace permanente de la guerre nucléaire qui nous terrifiait tous. Et puis, on a oublié tout ça pendant les années 90. Et c'est vrai que mon quatrième livre, NRBC, que j'ai coécrit avec un spécialiste du GIGN, donc une des meilleures organisations dans ce domaine française, n'est-ce pas, dont son pseudonyme est Chris Millennium, qui est spécialiste des risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques. Dans les systèmes militaires, on appelle NRBC. Et effectivement, la partie nucléaire est aussi radiologique, puisqu'on peut aussi parler des accidents de type fuite radioactive, de suite autour des centrales nucléaires, mais pas que. Il y a aussi des équipements industriels qui ont des éléments radioactifs, sont des réalités d'accidents industriels. Alors attendez, pardon, je vous arrête 30 secondes, Piero San Giorgio. Est-ce que peut-être vous pouvez rapprocher le petit micro de votre kit main libre de vous, parce que voilà, les auditeurs ont du mal à vous entendre. On va tenter d'améliorer ça. Dommage. Oui, voilà, là on vous entend déjà mieux. Je suis désolé, vous me prenez dans mon premier jour de vacances. Et je suis dans un hôtel avec un orage ce matin qui a détruit l'électricité et Internet. Donc déjà, d'accord. C'est déjà pas mal. Ça commence. Moi, je pensais que vous étiez déjà dans votre abri anti-atomique. C'est pour ça qu'on avait des problèmes de connexion. Non, le son est beaucoup mieux là quand vous vous rapprochez du micro. Donc on va rester comme ça. Donc en effet, vous disiez, on avait ce risque auquel on pensait déjà, d'événements nucléaires. Et finalement, vous vous dites aujourd'hui plus que jamais, ce risque est présent. Oui, plus que la dernière fois, on a eu un risque aussi élevé, de manière chronique, si on veut, de manière permanente. C'était bien sûr la crise de Cuba en 1962. Et puis, bien entendu, on a eu, alors c'est moins connu, mais on a eu une crise assez pointue en 1983, lorsque l'OTAN avait fait un exercice militaire que les Soviétiques avaient perçu comme une attaque, comme un préambule à une attaque, et ils s'étaient mis réellement en alerte. Aujourd'hui, on a même plus que deux
théâtres d'opération Mhm. qui sont à risque. On a eu évidemment cette guerre entre la Russie et l'Ukraine qui, par moment, aurait pu dégénérer. Alors, ça a l'air de se calmer en ce moment parce que la défaite de l'OTAN est pour l'instant consommée, donc les risques baissent. Mais on a eu ce regain de tension au Moyen-Orient avec un risque, je ne crois pas d'utilisation d'armes nucléaires d'Israël ou d'autres pays autour, mais d'un risque d'escalade sur ces prochaines années avec des pays comme l'Égypte, la Turquie, certainement l'Arabie Saoudite. L'Iran peut quasiment dire qu'ils sont presque prêts à l'avoir, Oui, qui pourraient se doter d'armes nucléaires pour établir un équilibre de la terreur, comme on l'appelait dans les années oui, 60, tout à fait. entre les différents belligérants. Et ça, c'est un risque malheureusement qui nous pend au nez et qui, si on l'ajoute à la Corée du Nord, à l'Inde et le Pakistan qui se regardent en chien de faïence avec des armes nucléaires pointées les uns sur les autres, nous rend dans un monde plus difficile et plus instable que nous l'avons connu pendant les 40 dernières années. Oui. Et alors, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que dans ces conflits-là, alors que justement la plupart des acteurs ont cette bombe nucléaire qui devait justement jouer un rôle d'équilibre et qui devrait calmer justement les tensions en sachant ce qui peut arriver si on arrive à une bombe nucléaire. Aujourd'hui, on a l'impression que malgré tout, on a entendu Israël expliquer que malgré tout, il souhaitait éradiquer Gaza, que Gaza était une population des ténèbres, etc. Donc on voit bien que le fonctionnement de cette bombe nucléaire aujourd'hui ne marche plus comme il fonctionnait avant, c'est-à-dire justement pour calmer, pour apaiser les tensions. Alors sur le coup, sur la tension israélienne et gazaouite, si on peut dire, palestinienne, je suis plutôt optimiste dans le sens où je ne crois pas que le gouvernement israélien est fou. Je pense que s'il y a une partie de la population qui est religieuse extrémiste, de part et d'autre d'ailleurs, hein, mais puisque c'est Israël qui a les armes nucléaires et pas les Palestiniens, sinon il y aurait eu vite fait un État palestinien. Mais je ne crois pas du tout qu'Israël est fou et veut pulvériser et surtout atomiser une partie d'un territoire si proche du sien. J'étais à la frontière de Gaza en avril, il n'y a pas longtemps, et c'est vraiment un confetti, cette région du Moyen-Orient, du Proche-Orient. Mais pourtant, je vous coupe, il y a quand même eu un ministre israélien, on lui a posé la question de la bombe nucléaire et il a expliqué que c'était une option. Et ça, tout le monde dit que c'est une option. Les Américains disent que toutes les options sont sur la table quand il y a un conflit. Les Russes aussi, les Chinois, tout le monde. En fait, pour être crédible, une menace nucléaire, elle doit être en partie rationnelle, mais en partie irrationnelle. C'est un peu cette théorie du fou qu'il y avait pendant pendant la guerre froide, où celui qui aurait eu une arme nucléaire de manière non proportionnée est en fait terrifiant, donc est très dissuasif pour celui qui voudrait l'attaquer. C'est un peu la stratégie de la Corée du Nord, par exemple. La moindre attaque contre la Corée du Nord, on n'est pas sûr qu'ils envoient des armes nucléaires, pas seulement sur l'attaquant, mais sur tous ses voisins. Et donc, tous les voisins ont intérêt à diplomatiquement calmer le jeu. Et je crois que c'est ce qui se passe aujourd'hui avec Israël. Moi, je ne crains pas le conflit nucléaire en ce moment. J'ai parlé de prolifération tout à l'heure, ça c'est un risque sur les prochaines années. Et je ne crois pas qu'il y ait un risque d'utilisation d'armes nucléaires à l'instant. Cela dit, ça ne veut pas dire parce qu'il n'y a pas un risque immédiat, et ce n'est que mon avis, de très modeste analyste. En revanche, la préparation à ce que pourrait entrevoir un risque nucléaire, elle est clé. Pourquoi ? Parce que pendant très longtemps, on est parti sur l'idée qu'une guerre nucléaire, et encore des experts le disent aujourd'hui, et c'est hallucinant. Alors, vous allez voir, je vais modérer mon propos dans la deuxième partie de ma phrase, mais beaucoup d'experts nous disent encore qu'une guerre nucléaire, c'est la mort assurée pour tout le monde, et c'est la fin du monde et la fin de l'espèce humaine, etc. C'est évidemment des balivernes, c'est n'importe quoi. Une guerre nucléaire ne serait absolument pas la fin de l'humanité, ne serait absolument pas la fin de la civilisation, ne serait absolument pas la fin de toutes les personnes dans le monde. Et je tempère avec un bémol, puisque les simulations ont été faites depuis les années 50, une guerre nucléaire globale entre deux grandes puissances, par exemple à l'époque l'Union soviétique, aujourd'hui la Russie et les États-Unis, provoquerait la mort de 60% de la population humaine. Oh, bah ça va alors. Ça va. Non, mais évidemment, c'est de l'humour noir. On tempère le propos. On tempère la catastrophe, si on veut.
Ouais. Donc, ouais, vous dites donc en gros, préparons-nous malgré tout, parce que ça peut arriver. On va aller sur cette question de préparation, évidemment, parce que c'est l'objet de votre livre, Survivre aux événements nucléaires. Mais moi, une des questions qui m'intéresse, c'est finalement, est-ce que cette alerte-là n'est pas finalement une alerte qui en cache une autre, qui, elle, a peut-être plus eu lieu aujourd'hui? C'était le point auquel je voulais arriver aujourd'hui, notamment, puisque vous en parlez, de guerre biologique et de guerre chimique. Peut-être que finalement, à nous effrayer avec un bon gros monstre, on oublie ceux qui sont plus insidieux, et donc notamment cette guerre chimique. Alors, bon, Oui, ouais. les guerres biologiques et chimiques, elles ont déjà été utilisées bien plus fréquemment que les armes nucléaires. Oui. Elles ont utilisé sur des théâtres. Alors, la guerre chimique, en réalité, n'est pas une arme de destruction massive. On la catégorie ainsi, mais en réalité, c'est très ciblé. Oui. C'est relativement peu efficace. Et malheureusement, nous l'avons subi. Nos arrière-grands-parents l'ont subi pendant la Première Guerre mondiale sur les champs de bataille européens. Et c'est terrible, mais ce n'est pas un immense destructeur. Le réel destructeur, c'est le biologique. Oui. Et le biologique a été utilisé d'abord contre les animaux, contre les plantes. On se souvient de l'agent orange au Vietnam, mais il y en a eu bien plus de cas à travers l'histoire récente. Oui. Et puis, il y a la guerre bactériologique qui est réellement de mettre des maladies ou des toxines sur la population adverse. Alors, ce qui a empêché ceci d'avoir été utilisé à plus grande envergure dans l'histoire, c'est qu'évidemment, on explique tout ça dans mon livre, mais c'est que ça a été difficilement contrôlable. C'est-à-dire que si on envoie, par exemple, le virus de la variole, qui est très, très efficace, alors là, c'est autre chose que le Covid, ça, c'est 30% de mortalité, une propagation très rapide sur un pays adverse. Qu'est-ce qui nous empêche que ça revienne chez nous avec le premier avion? Et on a très peu de... Voilà, le réel vaccin qui fonctionne est complexe dans ce genre de situation. Oui. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'on a éradiqué la variole, parce que c'est un risque trop dangereux sur l'humanité. Après, alors, vous allez nous dire ce que vous en pensez. Il y a des études qui ont été faites, et on sait notamment que l'Ukraine avait des laboratoires biochimiques, et que la Russie accusait, alors c'est la version russe, mais bon, d'avoir justement, de faire des essais dans ces laboratoires qui visaient notamment la Alors population. malheureusement, c'est vrai, et ça a été le cas également en Afrique. On sait par exemple aujourd'hui que, c'est un secret de polichinelle, mais on sait qu'aujourd'hui l'épidémie d'Ebola de 2015 en fait est sortie d'un laboratoire qui faisait des recherches sur l'Ebola. C'est pas de bol. Alors ont-ils testé sur une population et c'est parti en vrille? Est-ce que c'est sorti par mégarde, ou est-ce que c'était un test contrôlé sous nature? Ça, on ne le sait pas. Mais c'est vrai que on joue un petit peu. Quand je dis on, ce sont les États. Donc là aussi, on voit à quel point nous sommes gouvernés par des gens fabuleusement prévoyants et qui ont notre santé à cœur. Eh bien, on a des États qui s'allient avec des sociétés privées, d'ailleurs. C'est assez étonnant. À l'époque, c'était GlaxoSmithKline en Libéria. Aujourd'hui, on ne sait pas trop avec qui ils ont travaillé en Ukraine, mais on voit que les États-Unis, qui ont signé un accord qui interdit la production d'armes bactériologiques, ne s'empêchent pas de le faire dans des pays où où c'est un peu l'anarchie, des mafias en l'occurrence pour l'Ukraine. Et donc, dans plusieurs pays, dans les années 2010, dans les années 2000, ils faisaient torturer des gens dans des pays tiers. Aujourd'hui, ils développent évidemment des armes bactériologiques avec d'éventuels vaccins. Et ce qui est intéressant, c'est que ces développements vont très loin. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des faisceaux de preuves assez importants sur la tentative. Alors moi, je crois qu'il faut rester raisonnable. La biologie est quand même assez complexe. C'est pas de la science-fiction. Mais l'idée, c'est quelque chose qui avait été développé par Israël et par l'Afrique du Sud dans les années 70. En tout cas, des recherches avaient été faites dans ce sens pour développer des armes bactériologiques qui sélectionnent des personnes en fonction de leur génétique. Oui. Donc, racial, pour être clair, pour que je puisse nous comprendre. Alors, race ne veut rien dire, mais on comprend assez bien ce qu'on essaye de faire. Donc, se dire, si on peut cibler un ennemi en fonction de sa génétique, de qui il est, on peut développer des armes qui le tapent uniquement lui. Oui. On est loin d'avoir réussi à faire des choses comme ça. On est encore très, très loin, mais ça montre la perversion et l'idée tordue qu'il y a chez certains de ces dirigeants qui ont mandaté, ou alors ne le contrôlent-ils même pas. Ce sont des services secrets qui
ou des services de développement, de recherche et développement des armées qui font ces choses par eux-mêmes. En tout cas, il y a un vrai problème de contrôle démocratique sur ce que font certains pays. Oui, alors ça, en tout cas, ce qui est très intéressant, c'est qu'en effet, ce qu'on peut retenir et qui est sûr, qui est confirmé, c'est qu'il y a bien des laboratoires ukrainiens de biochimie qui sont financés et tenus par les Américains parce que, justement, aux États-Unis, certaines études sont rendues interdites pour des questions éthiques et donc on peut supposer qu'elles sont réalisées ailleurs. Et d'ailleurs, se pose la question là, on arrive sur le Covid et ce laboratoire de Wuhan. On a découvert ensuite, après coup, qu'il y avait bien du gain of function dans ce laboratoire. Et encore une fois, c'est un procédé qui est interdit sur le sol en Occident et aux États-Unis. Donc, en tout cas, on voit bien ce procédé de faire ailleurs ce qu'on s'est interdit de faire sur notre propre sol. Oui, et particulièrement à Wuhan, puisque c'est un laboratoire qui a été conçu et préparé par des spécialistes français qui sont... La France est très en pointe pour la biologie. À Lyon, notamment, il y a un laboratoire très performant. Il serait grand temps qu'une enquête soit faite sur le rôle des individus. Vous parliez de l'Ukraine. Ce qui est intéressant, c'est de dire que ces laboratoires sont en Ukraine, sur le territoire ukrainien. Oui. Rien ne dit que le gouvernement ukrainien, pour peu qu'il soit... cohérent et contrôle vraiment ce qui se passe, sache et contrôle ce qui se passe. Nous sommes dans des pays où les mafias règnent en maître, où on peut acheter beaucoup de choses, y compris le droit de faire ce qu'on veut. Et donc là, pour le coup, je n'accuserai pas ni l'Ukraine ni les Ukrainiens, évidemment. C'est très opaque et souvent c'est très secret. Donc, mais c'est très dangereux parce que la réalité, c'est que nous sommes tous, nous souhaitons tous la santé pour tout le monde, pour nos enfants, pour nos concitoyens et pour le monde entier en réalité. Et là, nous avons quand même des développements de choses qui sont non seulement très dangereuses, mais qui sont potentiellement hors de contrôle. Alors là aussi, mettons un bémol rassurant. Normalement, la nature étant bien faite, les armes ne sont jamais extrêmement mortelles. Je mentionnais la variole, qui est l'un des virus les plus mortels qui ait existé, et existe encore malheureusement dans les laboratoires. Eh bien, sa mortalité est à peu près de 30%. On a quelques rares virus qui tuent plus. Ils ont une mortalité plus haute, mais leur propagation est très faible. C'est très difficile de les attraper. Et donc, la nature est bien faite. À part la variole, on a très peu de cas de virus qui se propagent beaucoup, qui tuent. Donc, nous pouvons être relativement rassurés. Le Covid a fait 0,04% de mortalité. Il n'y avait pas de quoi fouetter un chat mort, quoi. C'était tranquille. Mais sait-on jamais qu'on nous développe quelque chose de réellement dangereux? C'est criminel, en tout cas. On ne peut pas développer ce genre de choses. Et puis, c'est surtout parce que c'est peu contrôlable. Vous imaginez bien que si un pays envoie le virus sur le pays B, ou des organisations secrètes l'utilisent, voire même un jour des terroristes, qui arrête ce virus? Oui, alors vous parlez d'organisations secrètes, mais on sait par exemple que Bill Gates a un laboratoire qui organise des modifications génétiques des insectes, normalement pour éviter justement certaines propagations de maladies. Certainement que tout cela est plein de bonnes intentions, mais on ne sait jamais comment ça peut se retourner également. Oui, il y a il y a des milliardaires aujourd'hui qui nous font penser à ces méchants des films de James Bond de plus en plus. Et certainement, admettons qu'il y ait des bonnes intentions. Vous savez, lorsqu'on modifie la génétique, on rentre dans des systèmes hyper complexes parce que non seulement au-delà de la génétique même, il y a des interactions de... Effectivement, les insectes sont quelque chose sur lequel on a travaillé. Pendant le Vietnam, les États-Unis ont travaillé... Avec l'éthique, notamment. Qui ciblent ennemi. Il y a eu, alors l'éthique, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a eu les grillons, les sauterelles. Et puis, il y a eu des cas d'être néolithiques dans les années 70 qui restent encore mystérieuses aujourd'hui. Et on ne sait pas. Alors là, attendez, là non, pardon, le son était un petit peu mauvais, donc on va essayer de reprendre doucement ce que vous venez de dire, parce que je pense qu'en plus c'est intéressant pour tout le monde. Vous disiez l'éthique, je ne sais pas, puis après vous avez développé. Essayez peut-être de bouger le moins possible votre micro, parce que on s'accroche vraiment. Ouais. Je vais essayer. C'est les sauterelles. On a essayé de modifier des sauterelles, des variantes par sélection sélection génétique, puisque c'est la fin des années 60, début des années 70, et ça a été utilisé quelque part. En Union soviétique, il y a eu des récoltes dans les années 70 qui ont
qui ont foiré dans certaines régions. Et voilà, c'est encore assez mystérieux. Est-ce que c'était la recherche soviétique où il y a eu des fuites de ces animaux modifiés, sélectionnés pour être extrêmement voraces sur les récoltes, ou est-ce que ce sont les États-Unis? On ne le sait pas encore. En revanche, ça existe, ce genre de travaux. Et l'interaction entre une espèce et son environnement a des ramifications qui sont impossibles. C'est comme le climat, c'est impossible de prévoir au-delà de 3 jours, 4 jours, parce que les ramifications sont géométriques, elles sont trop grandes. Et au bout d'un moment, on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Donc, vous savez, ça a été déjà fait au 19e siècle, où on a amené des lapins d'Australie, parce que c'est génial, les lapins, ça se reproduit et ça mange. Et puis au bout d'un moment, il n'y a plus de gazon. Alors on amène des renards, des coyotes pour bouffer les lapins. Et au bout d'un moment, on a une infestation de coyotes. Et ça, c'est assez courant dans les tentatives de l'être humain de modifier l'environnement à son avantage. Souvent, ça foire. Ouais. Donc finalement, on se rend compte en effet, pour revenir à mon propos du départ, que vous le dites en plus, vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, il peut y avoir on ne peut pas arriver à un accident nucléaire immédiatement, une attaque nucléaire, mais que finalement, le risque le plus important, c'est celui-ci qui est peut-être plus discret, dont on entend moins parler, et qui est peut-être pourtant plus prégnant. Et vous parliez des plantes et des animaux. Donc on a parlé en effet des insectes du laboratoire de Bill Gates. Moi, je pourrais évoquer les tigres dont on avait parlé avec le professeur Perron, et le développement de la maladie de Lyme. Il y a des procès qui ont été en cours aux États-Unis à ce sujet. Donc tout ça est quand même sourcé. Et aujourd'hui, même les modifications génétiques des plantes, des animaux, les insecticides, finalement, peut-être considérer aussi que c'est une attaque biologique et chimique, d'ailleurs. Encore une fois, peut-être, je dis ça, paré des meilleures intentions. En tout cas, le résultat est terrible. Alors, vous savez, ces situations, elles nous font peur. C'est pour ça que mon prochain livre qui sort en janvier, c'est sur la gestion de la peur. Parce qu'en réalité, c'est terrifiant d'imaginer des choses invisibles, inodores, incolores, qui peuvent nous tuer, qui peuvent se propager comme des virus. Et puis tout d'un coup, une attaque nucléaire qui serait soudaine, parce qu'aujourd'hui, personne ne vous avertit, attention, demain matin, il va y avoir la guerre nucléaire. Ça arrive et puis c'est fait. Donc, ça nous terrifie. Alors tout d'abord, ce qu'il faut rassurer vos auditeurs, vous savez, le risque le plus grand qu'on a aujourd'hui, c'est l'attaque cardiovasculaire, c'est le chômage, le divorce. Ce sont encore les risques de la vie quotidienne. Vous pouvez avoir votre maison qui brûle, un accident de voiture. Restons réalistes. Avant de se préoccuper de est-ce que je vais être terrorisé par une attaque nucléaire soudaine sur la ville où j'habite, ce qui est quand même assez peu probable, quand bien même on ne sait plus qui dirige, par exemple, les États-Unis, qui contrôle l'armement nucléaire aux États-Unis. On n'a aucune idée, c'est certainement pas le président aujourd'hui. Donc qui? Donc voilà, on a de l'incertitude, mais il faut rester quand même, ne pas tomber dans la peur extrême et la peur fréquente. Il faut savoir analyser froidement. C'est plus facile à dire qu'à faire, je sais, mais et mes livres ont tendance à faire peur aux gens, puisque j'explique quels sont les risques et comment s'en prévenir. Mais malgré tout, l'angoisse, c'est pour ça que je veux écrire plutôt pour essayer de désangoisser les gens qui me lisent. Mais certainement, il faut en tenir compte, parce que, pour en revenir à ce qu'on disait avant, on peut tout à fait se prévenir des virus, de l'attaque nucléaire, même des guerres nucléaires. On a des pistes de travail qui nous permettent de faire survivre. Alors, expliquez-nous justement, voilà. Il nous reste un petit peu de temps, quelles sont les premières pistes. Moi, j'imagine une des premières qui vient en premier en tête, je pense, des Français, puisqu'on le voit aujourd'hui. Je pense que tout ça est lié, mais ça, ce n'est que ma supposition personnelle. Mais bon, on voit beaucoup ce qu'on appelle le recours aux forêts. On voit beaucoup de gens habitant dans les métropoles qui finalement se disent « Ouh là là ». Bon, en tout cas, ça sent la tension, que ce soit agression locale sur place dans les grandes villes, ou même ce sentiment d'une forte densité dangereuse, et le fait de préférer s'éloigner, et peut-être d'avoir justement votre maison d'édition, c'est le retour aux sources, d'avoir un accès aux sources premières par soi-même finalement. Est-ce que c'est l'un des premiers conseils que vous donnez ? Oui, dans le sens où il faut savoir identifier quelles sont les cibles potentielles. Et les cibles potentielles sont probablement les bases militaires.
dans un deuxième temps les ports et les centres logistiques, qui certains sont, enfin les centres logistiques peuvent être à la campagne, il faut faire attention, Ouais. et éventuellement les grandes villes, bien qu'aujourd'hui il n'y a plus de doctrine d'utilisation des armes nucléaires pour exterminer la population. Vous savez, détruire Rungis, ça suffit pour affamer Paris et il n'y a pas besoin de pulvériser Paris. Ça n'a aucun sens. En revanche, une fois qu'on a identifié ces lieux, effectivement, regardez si on n'habite pas trop près. Il faut savoir que la puissance destructrice d'une arme nucléaire est relativement petite. Elle est intense sur un rayon faible, mais au-delà de ce rayon, ça va. C'est pas gigantesque. Hein. C'est plusieurs kilomètres. Vous savez, Hiroshima ou Nagasaki, plus de la moitié de la population ont survécu dans ces villes, y compris aux radiations. Alors après, il y a effectivement la réflexion par rapport aux retombées de poussière radioactive. Donc ça demande tout un travail. Alors ça, c'est difficile à expliquer en 2 mots, mais on peut s'en prévenir. Hein. Il faut savoir quels sont les bons réflexes. Là, on a une énorme expérience qui a été apprise, je la cite en extenso dans mon livre, sur les retombées qui ont eu lieu à Tchernobyl, notamment en Biélorussie et en Ukraine. Vraiment pas de chance, l'Ukraine, elle a quand même subi pas mal ces 40 dernières années. Et donc, on sait comment on soigne des empoisonnements et forcément rassurer. Donc là aussi, on sait que les on enlève ces taux, qui s'accumulent, comment on peut les réduire, on réduit l'effet. Tout ça, ça se travaille, ça se prépare un petit peu. Et puis, il y a les attitudes. Et puis ensuite, on retombe sur la problématique. Le deuxième effet qui se coule d'une attaque nucléaire, c'est que l'économie s'arrête. Oui. On peut très bien imaginer que déjà aujourd'hui, quand il y a un peu de neige, plus personne ne va bosser. Alors imaginez quand il y a une attaque nucléaire sur une ou plusieurs villes dans votre pays. Oui. Et donc là, l'économie s'arrête. Il n'y a plus rien qui fonctionne, il n'y a plus de camions qui transportent la nourriture. Et là, vous faites comment ? Très vite, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'eau à ce moment-là, il n'y a plus d'eau dans votre robinet, il n'y a plus d'électricité qui fonctionne. Vous faites comment ? Sans nourriture, sans eau, sans électricité. Et là, on retombe sur l'effondrement économique. C'est pour ça que c'était mon premier livre, pour essayer de faire comprendre aux personnes que le nexus, l'élément qui fait qui nous fait vivre, c'est l'économie. Et que ce soit une guerre nucléaire ou des émeutes de banlieue qui dérapent ou quoi que ce soit, si c'est l'économie qui s'effondre, là, on doit être prêt à ça. Parce que c'est ça qui est la clé de voûte de tout. Et donc, parce qu'il nous reste 1 minute pour conclure, votre recommandation, finalement, qui est générale, celle de survivre à l'effondrement économique, celle des événements nucléaires, radiologiques ou biologiques, c'est peut-être finalement de reconstruire une petite communauté en qui on a confiance, avec des liens de confiance à taille humaine et qui pourrait fonctionner dans une forme d'autonomie. Ah bon, perdu, là. Oui, nous aussi, on vous a perdu. Ça y est, c'est fini. Piero San Giorgio, je ne sais pas si on va réussir à avoir votre dernier mot. Ouais. Vous m'entendez ou pas ? Si vous m'entendez, je dirais qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, à quel point nous sommes dépendants d'un système qui fait vivre et à quel point nous pouvons construire des... Ah ça y est, vous avez complètement perdu. Eh bien, la réponse à cette question, comment survivre aux événements nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques, dans un prochain numéro. Non, mais on a bien compris. Hein. L'idée, c'est de pouvoir s'organiser, peut-être aussi d'avoir une forme d'autonomie. Et comment on ne peut pas avoir une autonomie seule, de s'organiser, peut-être une forme de retour aux sources, de retour... on vous a récécuperé. Vous m'entendez ? Oui, j'ai entendu votre question et ça a coupé. Je peux répondre 30 secondes. On va tenter de vous entendre. Allez-y. À partir du moment où vous comprenez de quoi vous êtes dépendant pour votre vie, de tous les éléments de votre vie, développer des systèmes redondants qui sont indépendants, pas Bon, allez, on n'arrive pas à vous entendre, Piero San Giorgio, on va s'arrêter là parce que de toute façon... Très mauvais arrive. Ouais. On ne vous entend pas. Voilà. Mais on a compris et évité en tout cas les liens de dépendance et de redondance. Merci beaucoup Piero San Giorgio. Je rappelle que justement vous proposez un accès libre à vos 2 livres en ce moment, Survivre à l'effondrement économique et aux éditions Culture et Racines et Survivre aux événements nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques. Et c'est sur quel site peut-être qu'on peut le retrouver ces ouvrages ? On va le mettre en tout cas sur le réseau si on n'arrive pas à vous avoir. On le mettra sur le réseau, on le mettra sur YouTube, on mettra toutes ces informations. Merci beaucoup Piero San Giorgio. En tout cas, on voit à quel point on est dépendant, nous, de la connexion également avec la Suisse notamment. Merci beaucoup Piero San Giorgio.